montrer quelques aspects de l'enseignement de manière à donner un maximum de contraste, comme par exemple les murs, les pierres et les tuiles enseignent le Dharma, expriment, enseignent le Dharma. Le Dharma, c'est l'enseignement du Bouddha. Et le sixième patriarche qui dit la racine de l'enseignement transmis n'est même pas le zazen ni le samadhi, mais simplement voir directement en sa propre nature. Ces deux aspects de ce que j'ai dit ce matin peuvent montrer Shiki et Ku. Shiki, c'est le phénomène visible, descriptible, en général même, voire même matérialisé. Et Ku, c'est l'invisible, l'indescriptible, l'immesurable. Et donc la fameuse formule einsteinienne de l'année Shinyo, qui est Ku Shiki Sokuze Ku, Ku Sokuze Shiki. Ça veut dire la substance des phénomènes et Ku, et Ku lui-même se transforme, mute en phénomène. Et potentialité de tous les phénomènes. On retrouve ça dans l'enseignement du bouddhisme, du Bouddha, et la base de l'enseignement du Bouddha, c'est le zazen. C'est d'observer le zazen. C'est-à-dire le zazen, c'est soi-même. Alors pourquoi la voir en sa propre nature vient avant le zazen, puisque le zazen lui-même est notre propre nature. Parce que, effectivement, si on doit pratiquer zazen à partir de l'esprit. À partir de Dieu, à partir de Bouddha, à partir du Sator, à partir de l'éveil, à partir de l'illumination. On doit pratiquer zazen à partir de ça. On pourra dire, je le dis souvent, le zazen, c'est une pratique qui est réservée au Bouddha, au Dieu. C'est une pratique des dieux. D'ailleurs, bien avant le Bouddha, tous les dieux
mythologie indienne sont tous représentés, que ce soit Shiva, Brahma, Krishna. Tous les dieux de la mythologie indienne sont représentés en zazen. Le zazen, c'est la posture des dieux. J'aime bien dire ça. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que j'aime bien dire ça spontanément, mais beaucoup de maîtres l'ont dit avant moi. Le cinquième patriarche qui devait... C'est dur le métier de patriarche. Évidemment, on hérite du dharma, c'est merveilleux, mais on se sent complètement isolé. Parce que très peu de gens comprennent. Alors le cinquième patriarche, le maître de Hainaut, il était à la tête d'un temple de 2000 disciples. Qui écoutaient attentivement son enseignement, qui pratiquaient rigoureusement son enseignement. Quand il a rencontré le sixième patriarche, il lui a demandé d'où venez-vous. Et le sixième patriarche lui a dit la région dont il venait, il était du sud. Comme s'il avait dit je suis africain. La Chine, c'est immense. Admettons qu'il ait été de l'Afrique du Nord. Et le cinquième patriarche lui a dit ah mais vous venez d'Afrique? Ah ben alors ça va pas être possible. Parce que les Africains n'ont pas la nature de Bouddha. Évidemment, c'était une vanne. C'est-à-dire que les maîtres zen, les grands maîtres zen, ils sont libres. Alors quand ils s'expriment un petit peu trop librement, euh, il faut suivre. Pas toujours logique, ça peut être parfois choquant en apparence. Et donc là, carrément, le cinquième patriarche tenait des propos racistes en apparence. Puisque dès la première vision, il avait vu que ce disciple n'était pas comme les autres. Mais vous voyez que quand le maître sort une plaisanterie, dirons-nous vulgaire, parce que c'était vulgaire, les Africains n'ont pas la nature de Bouddha. Donc c'est pas la peine que vous perdiez votre temps ici à faire zazen. Mais pour moi, cette phrase est un enseignement qui continue à faire son effet, peut-être à travers les murs, les briques et les tuiles, encore aujourd'hui. Ça veut dire que si vous n'avez pas la nature de Bouddha, si vous n'avez pas trouvé votre nature de Bouddha, c'est pas la peine
de vous fatiguer à faire zazen. Je suis bien d'accord avec ça. Ça n'a aucun sens. Quand on comprend ça, on comprend pourquoi Dogen, Maître Dogen a dit, pratique et éveil c'est la même chose, il n'y a pas l'un avant l'autre ou l'un après l'autre. Il a dit ne pratiquez pas pour atteindre l'éveil, ce serait absolument ridicule. C'est bien ce que je vous dis. Si vous n'avez pas la nature de Bouddha, c'est pas la peine de faire zazen. C'est pas zazen qui va vous donner la nature de Bouddha. C'est parce que vous avez la nature de Bouddha que vous pratiquez zazen. Alors on interprète ça, faut rien rechercher. Je fais zazen, mais si j'arrive à rien rechercher en faisant zazen, je vais trouver quelque chose. Vous voyez, parce qu'on n'arrive pas à sortir de notre schéma de profit. Alors maintenant, comment trouver sa nature de Bouddha, ça, je ne peux pas le dire, aucun maître ne peut le dire. Tout ce que le maître peut dire, c'est vous l'avez, la nature de Bouddha. Puisque moi je l'ai, vous l'avez. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir des maîtres. Il n'y a rien de plus dégoûtant dans le zen que de vouloir devenir un maître. Et ces gens-là, ils préfèrent être des imposteurs, mentir, dire qu'ils sont des maîtres alors qu'ils ne le sont pas. Ça les fait pas rougir de faire ça. Ça leur donne pas honte. Mais par contre, ils n'oseraient pas dire qu'ils sont Bouddha, qu'ils sont Dieu. Ils auraient honte de dire je suis Dieu, moi. C'est moi qui ai tout créé. Les étoiles, c'est moi. Le soleil, c'est moi. Le trou d'ozone, c'est moi. Et chaque être humain ne devrait pas avoir honte de dire ça. C'est pas de la folie. C'est notre véritable nature. Alors, nous, les Occidentaux très intellectuels, on aime bien lire des livres, la nature de Bouddha, chacun a la nature de Bouddha, on se raconte ça autour du feu, en fumant un bon cigare, on parle de sa nature de Bouddha. Parce que pour nous, le Bouddha, c'est exotique. Alors on peut très bien lire, en buvant une tasse de thé, oui, chacun a la nature de Bouddha, hein, vous savez, je l'ai lu. J'y crois. Mais par contre, on n'oserait pas dire, tu sais, la dernière, non, je suis Dieu. Donc le zazen, j'aime bien le dire, je me plais à dire que le zazen est une pratique
réservé pour les Bouddhas. D'ailleurs, sur les dojos traditionnels, à l'entrée des dojos traditionnels, il est de coutume de mettre une pancarte en bois au-dessus de la porte où il y a marqué pièce, hall réservé au Bouddha. Parfois, hall où l'on fabrique les Bouddhas. On apprend aux gens à réaliser qu'ils sont des Bouddhas. Ils le sont déjà. Dans ce fameux sutra du lotus, Sensei nous racontait une histoire du sutra du lotus. Il y a de très belles histoires dans ce sutra. Du serviteur qui s'aperçoit qu'il est le fils héritier du père. Il nous racontait souvent cette histoire. C'est un grand, un roi, le roi d'une région de l'Inde. Parce qu'en Inde, c'était pas comme en Chine où il y avait un empereur. C'était beaucoup de petites régions avec des rois, des princes. Et je ne sais plus le début de l'histoire pourquoi il avait perdu son fils. Mais il pouvait reconnaître son fils, ce fameux roi, par un tatouage qu'il avait sur l'oreille. Sur le lobe de l'oreille, un petit tatouage en forme de homme, vous savez. Alors il a envoyé des hommes chercher dans toute la région, dans toute l'Inde. Il dit, vous reconnaîtrez mon fils à ce tatouage à l'oreille. Et on finit par retrouver son fils alors qu'il a 20 ans déjà. Mais le roi lui dit, mais alors vous avez retrouvé mon fils? Oui, 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 oui. On l'a retrouvé. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est devenu? Eh ben, il se trouve que votre fils est mendiant. Oh, quelle horreur! Alors, il dit, bon, mais je ne peux pas lui annoncer directement qu'il est mon fils parce qu'il ne le croira pas. Donc, ce que je vais faire, je vais lui proposer de travailler à mon service. Il va être content de trouver un travail et de pouvoir gagner un peu d'argent. Et donc le roi emploie son propre fils à faire des tâches très humbles. Du samou. Alors il travaille au potager, il coupe du bois, il amasse du bois, il travaille aux cuisines, il nettoie les toilettes, il nettoie les couloirs. Exactement ce qu'on fait dans le zen. Et puis petit à petit, alors le fils est content, il touche un petit salaire. Petit à petit, il lui donne plus de responsabilités. Le met chef de Samu, Kyosaku, etc. Shuso,
etc., etc. Et à un moment donné, le fils a toute la responsabilité du domaine. Et le père lui dit, voilà, maintenant, tu t'acquittes très bien de ton travail, il faut que je t'avoue, en réalité, tu es mon fils. Là, à ce moment-là, le fils peut l'accepter, peut le comprendre. Tout ça, c'est à toi. Alors à ce moment-là, le sixième patriarche a répondu qu'il n'était pas encore le sixième patriarche. Et non. Il a répondu au maître, mais je ne veux pas vous critiquer, maître, mais vous savez bien que les hommes du Sud, tout aussi bien que les hommes du Nord, ont la nature de Bouddha. Le maître était content, il a souri, il a dit celui-là, il n'est pas stupide. Alors plutôt que d'être des maîtres zen, il vaut mieux être un Bouddha, c'est plus intéressant.
posture soit exacte, mais sans tension.
pourquoi la position de la tête est importante. Parce qu'il met en relation le cerveau avec le corps.
maître de Shimaru avait écrit un livre avec le professeur Paul Chauchard qui s'appelait Zen et cerveau. Dans l'université de Komazawa, et de nombreuses expériences ont été faites sur le zazen et les ondes cérébrales. Ils ont fait aussi des expériences spécifiques à certaines autres méditations par rapport au zazen. Il a également été fait des expériences à long terme, c'est-à-dire sur des personnes qui pratiquaient la méditation, le zazen, depuis de nombreuses années. Donc on a découvert qu'il y avait une transformation physiologique et chimique, et également au niveau du comportement des ondes, du cerveau des gens qui pratiquaient depuis 20 ou 30 ans. Ils n'ont plus le même cerveau. C'est donc une découverte scientifique extrêmement importante et intéressante. Je vais bientôt mettre ces textes, s'ils ne le sont pas déjà, sur le site, sur mon site internet. Alors, moi, pendant de nombreuses années, j'ai eu un petit, enfin, par rapport au zen, dans le cadre de ma pratique du zen, une petite réticence quant au cerveau. Ouais, il faut penser avec le ventre, la zen, le corps, la posture, c'est important, en considérant que le cerveau c'était plutôt quelque chose de négatif, tout assimilé à la fonction mentale uniquement. Donc le cerveau, ça sert à penser, à être compliqué et à avoir des problèmes en gros. Bon, c'était un peu simpliste comme vision des choses. Mais il faut bien avouer que notre cerveau, qui est un véritable prodige, qu'on pourra même presque dire est une preuve, le cerveau est une preuve vivante de l'existence de Dieu, c'est vrai qu'on s'en sert très mal. On a peu de contrôle sur lui et surtout on en utilise. Disons qu'il y a de nombreuses zones du cerveau dont on ne connaît rien du tout, et de nombreuses fonctions du cerveau qu'on ne sait pas utiliser à première vue. Mais on progresse, et scientifiquement, et également au niveau de la méditation. Et maintenant, je pense différemment.
rappelé, hier soir je me disais, ah, j'ai vu un super film et j'avais oublié ce que c'était. Et là ça me revient en zazen en pensant au cerveau. Ouais, c'est un film très intéressant, ça s'appelle, je crois, le vol du papillon, ou le battement d'aile du papillon, ou je sais plus quoi de papillon. Et c'est justement sur le cerveau. C'est un film sur le cerveau. Et donc déjà, si on invente certains scénarios, c'est parce que la conscience humaine a évolué. Et l'être humain actuel est capable d'exprimer des vérités, une compréhension, une appréhension du cosmos qu'il était incapable d'exprimer il y a encore 20 ou 30 ans. On pourrait prouver par le cerveau qu'on a la nature de l'âme. Vous avez la glande pinéale, c'est le Saint-Esprit. La glande pituitaire, c'est Dieu le Père. Et puis le corps, nous, c'est le Fils. Donc c'est très important en zazen la posture, spécialement de la tête. Donc c'est important de lâcher bien les épaules, de tendre bien la nuque, et je dirais plutôt d'étirer la nuque, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de tension, au contraire. Et de sentir la connexion qu'il y a entre notre cerveau, qui est plein d'électricité et de substances chimiques merveilleuses, qui nous transmet par le système glandulaire à longueur de temps, et qui va faire nous sentir comme on se sent, qui va nous donner la conscience des choses. Donc ce cerveau peut, même doit, avoir le contrôle sur le corps. Pour cela, il faut ouvrir cette relation, il faut ouvrir le dialogue entre le corps et la tête. C'est très important.
des ceci ou des dents des cela, en particulier les épaules. Aussi le diaphragme, aussi le plexus solaire. Comment vous allez détendre si le cerveau n'a pas de contrôle sur le corps? Donc le corps, notre corps qui est osseux, n'est pas seulement rigidité et violence, et il a lui aussi la nature de Bouddha. Il fonctionne pas seulement par la volonté, mais il fonctionne aussi par la pensée, par l'imagination. Lorsque le cerveau contrôle le corps, alors le cerveau pense, imagine le corps. Et le corps se soumet à son imagination. Si vous pensez que vous êtes vieux, moche et rigide, vous l'êtes. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, cette relation entre votre cerveau et votre corps, entre Dieu, vous, c'est la même chose en matériel qu'en spirituel. D'ailleurs, dans le Zen, on dit corps, esprit en un seul mot. Shinjin. Et d'ailleurs, Shinjin, c'est esprit-corps. Nous, on traduit toujours par corps-esprit. Mais Shinjin, c'est esprit-corps. L'esprit vient avant. De même que j'ai toujours pensé, quand on dit, par exemple, ciel et terre, j'ai toujours pensé que la terre, c'était la racine. Pourquoi? Parce que j'imagine un arbre, puis je me dis, ben, les racines, elles sont dans la terre. Et en réalité, la racine de la terre, c'est le ciel. C'est-à-dire, la terre est née du ciel. C'est sa mère. Donc si on met les choses à leur place, ça devient beaucoup plus simple, plus doux, plus normal. Et éventuellement, l'espoir peut revenir.